L'histoire de la langue des signes. La langue des signes a toujours existé. Au Moyen Âge, la langue des signes est intimement liée à la règle du silence qui règne dans certains monastères. C'est à la Renaissance que les penseurs commencent à s'intéresser à la langue des signes. Les sourds isolés ne peuvent enrichir leur langue signée et doivent se contenter d'une gestuelle simpliste. Sans indication par ailleurs, ils sont parfois pris par des simples d'esprit. L'abbé de l'Épée, 1712-1789. En 1760, l'abbé de l'Épée est le premier entendant connu à s'intéresser à ce mode de communication des sourds muets. En observant deux jumelles sourds communiquer entre elles par gestes, il découvre l'existence d'une langue des signes. Avec conviction, il utilise une partie des signes de cette langue ainsi que des signes inventés, qu'on appellera les signes méthodiques, servant à illustrer la grammaire française pour instruire les enfants sourds. Il a créé une méthode, mais il n'est pas à l'origine de la langue des signes. Il ouvre une école pour sourds qui deviendra l'Institut national des sourds, aujourd'hui Institut Saint-Jacques à Paris. L'abbé de l'Épée est connu des sourds dans le monde entier. Ce bouleversement ouvre aux sourds de nouvelles perspectives d'évolution sociale et professionnelle. L'esprit de la Révolution française et la philosophie de l'abbé de l'Épée se rejoignent. Il dispense un enseignement gratuit, ouvert à tous, car l'Église s'inquiète du sort de ces sourds qui n'avaient reçu aucune instruction religieuse et qui risquaient l'enfer après la mort. Il a fallu donc leur montrer la voie. La Révolution française y voyait un enseignement gratuit. Pour elle, c'est ce qui primait. Ça allait dans le sens des institutions publiques, de l'élargissement des droits de vote et de l'égalité. L'égalité pour tous. L'usage de cette première langue des signes permet aux sourds d'acquérir un bon niveau d'instruction. La Révolution française reconnaît totalement les droits linguistiques de l'homme, la liberté d'expression, de la communication parlée et écrite, librement. Comprend à la fois le droit de parler et d'écrire en breton, mais aussi de ce fait de pouvoir s'exprimer en langue des signes. Grâce à l'abbé de l'Épée, la langue des signes qui a été une langue de vie quotidienne, cette langue devient une langue institutionnelle de transmission des différents savoirs. La langue de socialisation avec le monde des entendants, la langue écrite. L'âge d'or. L'action de l'abbé de l'Épée a permis aux sourds d'accéder à un meilleur niveau de français écrit, donc à des métiers mieux considérés et donc une vie meilleure. Après la mort de l'abbé de l'Épée, l'abbé Sicard va prendre la relève et dans ces établissements, un nouveau métier va se créer, le métier du professeur pour enfants sourds. Il y aura deux professeurs pour les sourds, Massieu et Clerc. Savoir écrire était pour eux être à l'égalité des entendants pour faire son chemin et progresser dans le rang social. En 1823, l'abbé Sicard vient de décéder. Le nouveau directeur de la tête de Saint-Jacques impose l'usage de l'oral et les professeurs sourds sont alors délégués au simple rang de répétiteurs. Ils vont manifester le profond désaccord. En 1835, les petits-fils de Perrin vont créer une école conçue pour un laboratoire de l'oralisme. Le courant oraliste simplifie. Les oralistes pensent que les sourds doivent apprendre à parler pour s'intégrer dans la société. Après la guerre de 1970, il va y avoir un resserrement de l'unité française et de l'uniformité française et un refus du droit à la différence linguistique et beaucoup d'autres. Le Congrès de Milan. Le Congrès de Milan, en 1980, décrète que les méthodes orales doivent être préférées. Plusieurs raisons sont évoquées, dont la langue des signes n'est pas une vraie langue. Elle ne permet pas de parler à Dieu. Les signes empêchent les sourds de bien respirer, favorisant donc la tuberculose. Cette décision a des conséquences dramatiques pour les sourds. Pendant 100 ans, la langue des signes est interdite au sein des institutions. Les professeurs sourds, déjà relégués en rang de simples répétiteurs, se verront désormais licenciés au profit de l'apprentissage unique de l'oralisation. La langue des signes survivra donc en cachette dans les institutions. La langue des signes survivra dans les dortoirs, dans les recoins des cours de récréation et en dehors du monde institutionnel. Ce rang, cette langue magistrale est méprisée. Le siècle d'oralisme aura des conséquences graves sur l'évolution de la langue qui ne pourra se développer. Durant les années 80, se produit ce que les sourds appellent le réveil des sourds.
la langue des signes commence à reconquérir ses lettres de noblesse, avec le linguistique William Stokeo qui l'étudie comme une véritable langue. Dans les années 90, les sourds et la LSF commencent à être reconnus. Des pièces de théâtre et l'engagement de plusieurs associations pour la sensibilisation de la culture sourde permettent une meilleure reconnaissance des droits. Dans le même temps, le métier d'interprète de la langue des signes française se professionnalise et elle est validée par un diplôme. En janvier 1991, la loi Fabius est amendée. Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue. Progressivement, les mentalités évoluent. Les combats menés depuis 25 ans pour la reconnaissance de la langue des signes commencent à porter leurs fruits. La loi du 11 février 2005 reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière. En 2018, la langue des signes devient une option pour le bac, comme n'importe quelle autre langue. En 2010, le CAPES de la langue des signes est créé. Malgré tout, ces avancées, la place des sourds dans la société est encore difficile à trouver. Continuons ensemble à créer un environnement plus accessible et inclusif pour tous. Merci de votre écoute.